Bonsoir et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de ce 22h. C'est peut-être un tournant. Israël a lancé ce jeudi soir une opération terrestre sur la bande de Gaza. Après 10 jours de raid ayant fait 237 morts, a annoncé l'armée dans un communiqué. Le torchon brûle à nouveau entre le gouvernement et le Sénat après le rejet du budget rectificatif de la sécurité sociale. Le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen, déplore la position toujours très négative de la Haute Assemblée. Et comme chaque jeudi, notre grand entretien avec ce soir Cyril Dion, cet acteur de formation, réalise en ce moment même un documentaire avec Mélanie Laurent qui esquisse le monde de demain. Mais avant de dérouler les titres de ce 22h, un avion de la compagnie Malaysia Airlines avec à son bord 295 passagers s'est écrasé dans l'est de l'Ukraine, une région contrôlée par les séparatistes pro-russes. Selon le ministère de l'Intérieur ukrainien, l'avion pourrait avoir été détruit par un missile solaire. Pour l'heure, le nombre de morts n'est pas encore connu. 4 passagers français auraient embarqué à bord de l'avion, même si l'information n'est pas encore confirmée par le Quai d'Orsay. L'espace aérien ukrainien est actuellement fermé. Je vous le disais en titre, Israël a lancé jeudi soir une opération terrestre sur la bande de Gaza, a annoncé l'armée dans un communiqué. Pourtant, le Hamas et Israël étaient réunis autour d'une table en Égypte pour un éventuel cessez-le-feu. Une nouvelle tentative de médiation, donc remise en question ce soir avec cette opération. Le récit de cette journée avec Mounir Soussi. Pendant 5 heures, les bombardements ont cessé. Le temps pour les Gazaouis de se ruer dans les banques et les points de ravitaillement après 10 jours d'offensive. Dès la fin de la trêve humanitaire, les frappes aériennes et les tirs de roquettes ont repris. Tout le monde est venu pour profiter de cette opportunité, mais ils sont effrayés car il n'y a pas de garantie de sécurité avec Israël. Dans la nuit, un commando israélien a fait une première incursion terrestre sur la côte à Gaza et ces bombes ont frappé un groupe d'hommes rassemblés près d'un tunnel souterrain. Les chars sont toujours déployés à la frontière, prêts à intervenir pendant que la diplomatie internationale se mobilise pour stopper les hostilités. Dans les prochaines 24 heures, nous resterons en contact étroit avec nos amis et toutes les parties dans la région. Et nous aurons recours à toutes nos ressources diplomatiques pour soutenir les efforts visant à trouver un accord sur un cessez-le-feu. Un premier contact est établi. Mahmoud Abbas est au Caire pour négocier autour d'un médiateur égyptien. Même le Hamas a pris part aux discussions, mais il campe sur ses conditions. Tout accord de cessez-le-feu doit inclure tout ce dont les Palestiniens ont besoin. Allègement du siège, ouverture de la frontière, exécution de l'accord sur l'échange de prisonniers et donner de l'espace au processus politique et aux élections pour les Palestiniens. Sans cela, il n'y a aucune discussion de cessez-le-feu. L'objectif des diplomates, arracher une trêve qui pourrait commencer dès vendredi 6 h du matin. Et alors qu'une opération terrestre israélienne est actuellement en cours, le Quai d'Orsay annonce un déplacement de Laurent Fabius au Proche-Orient. Le ministre des Affaires étrangères s'envolera vendredi pour l'Égypte avant de se rendre en Jordanie et en Israël. Après les incidents qui ont eu lieu dimanche dernier aux abords de 2 synagogues à Paris, Manuel Valls, le Premier ministre, envisage d'interdire de nouvelles manifestations pro-palestiniennes pour éviter tout nouveau débordement. On l'écoute. Les attaques contre nos compatriotes juifs sont inacceptables. Le sentiment qu'ils éprouvent actuellement, nous devons évidemment l'entendre. Et nous devons être très clairs et ne laisser aucun mot, aucun slogan comme ceux que nous avons encore entendus au cours de ces derniers jours. Et nous devons veiller aussi, vous l'avez dit, à ce que nos concitoyens de confession, de culture musulmane ne soient pas stigmatisés. Ces violences, ces mots sont d'une extrême gravité. Elles trouveront toujours face à elles une réponse déterminée des pouvoirs publics. Et si cela doit passer, cela passera par des interdictions de manifestations, parce que nous considérons que les troubles à l'ordre public sont possibles et des débordements comme ceux que nous avons connus, nous prendrons ces mesures. Les préfets, que j'ai rencontrés encore ce matin avec le ministre de l'Intérieur, ont eu des consignes très claires sur ce sujet, à Paris, mais aussi partout en France.
La visite de François Hollande en Afrique sous le signe de la lutte contre le terrorisme au Sahel. En tournée en Côte d'Ivoire, au Niger et au Tchad, le chef de l'État n'en oublie pas pour autant les éventuels partenariats économiques. Les détails avec Louis Sibyl. 20 ans qu'un président de la République française n'avait pas mis les pieds en Côte d'Ivoire. Accueilli par son homologue ivoirien Hassan Ouattara sur le tarmac, François Hollande s'est ensuite offert un bain de foule. Le pays a traversé des crises à répétition, mais aujourd'hui, il affiche 10% de croissance. De quoi revigorer des projets économiques avec la France, plutôt en berne ces derniers temps. François Hollande était d'ailleurs accompagné d'une quarantaine de dirigeants d'entreprises, dont Bouygues, Alstom ou encore Suez Environnement. Je suis venu avec beaucoup d'entreprises françaises qui sont déjà présentes ici en Côte d'Ivoire et sont conscientes que la Côte d'Ivoire est en train de redémarrer et qu'elle apporte de la stabilité, de la sécurité. Et donc nous devons être à la hauteur des besoins de la Côte d'Ivoire. Mais l'enjeu de cette tournée marathon, qui va mener le chef de l'État vers le Niger puis le Tchad, c'est avant tout la sécurité. Le Sahel est marqué par la présence de nombreux groupes armés islamistes, Boko Haram au Nigeria, Moudjaoui Ansar-Dine au Mali et la plus importante, l'AQMI, repoussée par les forces françaises début 2013 au Mali. Pour y faire face, une toute nouvelle force antiterroriste au Sahel, l'opération Barkhane. Son état-major est au Tchad. François Hollande s'y rendra samedi. Fort de 3000 militaires, ce dispositif agit avec les 5 pays de la zone concernée pour lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, une attaque de l'AQMI a tué 14 soldats tunisiens. Et pendant ce temps, Martine Aubry, elle, s'invite dans le débat de la réforme territoriale. La maire de Lille s'oppose à la fusion de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais, alors que le texte de loi est actuellement discuté à l'Assemblée nationale. Au Sénat, cette nouvelle carte dessinée par les députés divise. Pauline Dame. Un mariage qui sème la discorde jusque dans les rangs de la gauche. Martine Aubry ne décolère pas et qualifie ce projet d'aberration économique et sociale. Selon le maire de Lille, fusionner reviendrait à rajouter de la crise à la crise. Une incompréhension à laquelle s'est empressé de répondre Jean-Marie Le Guen. J'entends ce que dit Martine Aubry. En même temps, vous le savez, il y a véritablement une unité historique, sociale, culturelle, économique entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Dans la nouvelle carte de France à 13 régions, la Picardie se détacherait de la Champagne-Ardenne pour rejoindre son grand voisin, le Nord-Pas-de-Calais. Si l'argument économique est utilisé par Martine Aubry pour condamner cette fusion, certains y voient des raisons électorales. Le vrai argument, c'est Madame Le Pen fait, je le regrette autant qu'elle, fait trop de voix au niveau de la Picardie pour qu'à quelques longueurs des élections régionales, on se permette de fusionner la Picardie avec le Nord-Pas-de-Calais. Mais on ne décide pas d'un découpage électoral qui pourra durer effectivement pendant des années, si ce n'est des décennies, si ce n'est davantage, en fonction effectivement de critères qui sont des critères de caractère électoralo-politicien. Avec respectivement 38% et 35% des voix, la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais ont offert ses plus gros scores au Front National lors des élections européennes. Pour le sénateur du Pas-de-Calais, Dominique Vatrin, l'enjeu est ailleurs. Nous sommes, nous, pour un référendum. C'est pas seulement dire c'est une aberration, c'est pas seulement dire on est contre, c'est donner la parole au peuple. Après avoir vidé de sa substance puis rejeté le texte début juillet, le Sénat devrait le rediscuter en seconde lecture après les élections sénatoriales du 28 septembre et pourrait cette fois l'amender profondément. La session parlementaire touche à sa fin. 11 mois de tension et de tumulte dans la Haute Assemblée. En cause, une majorité fragile et frondeuse qui, encore la nuit dernière, a rejeté un énième texte budgétaire. Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, déplore la position toujours très négative du Sénat. Jérôme Rabier. Pour clore cette législature, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement n'a pas été tendre avec les sénateurs. Il pointe du doigt l'absence de majorité et donc une certaine inefficacité. Malheureusement, un certain nombre de groupes sont plus sur des positions, j'allais dire, un peu politiciennes que sur des positions à la fois de prise en compte de l'institution, de l'intérêt de l'institution et finalement de l'intérêt du débat démocratique. Parce que dire non pour des raisons contradictoires et s'allier pour des raisons contradictoires n'est pas une façon de faire progresser notre pays aujourd'hui.
Premier visé les communistes qui ont voté de la même manière que l'UMP sur des réformes importantes ou les projets de loi de finances, une accusation balayée par les principaux intéressés. Qu'il n'utilise pas des propos injurieux à l'égard de mon groupe pour justifier l'injustifiable et pour dire n'importe quoi, pour aller vite. C'est-à-dire user de l'argument selon lequel le groupe CRC voterait avec l'UMP. Cela veut dire que M. Le Guen n'a pas beaucoup de mémoire puisque lui a voté avec l'UMP lorsqu'il était député. Le traité qu'on appelle Sarkozy-Merkel. À l'UMP, on préfère en sourire et on rappelle au secrétaire d'État les règles du jeu parlementaire. L'idée qui consisterait à attaquer le Sénat, l'institution Sénat, en disant comment, mais le Sénat n'est pas positif, pardon, mais enfin, le Sénat n'est pas aux ordres du gouvernement. Je rappelle simplement que la règle la plus stricte, le gouvernement est à la disposition du Parlement, pas l'inverse. Chacun espère profiter de cette situation lors des sénatoriales de septembre prochain, qui, on ne sait jamais, pourrait accoucher d'une majorité permettant au Sénat d'exprimer ses choix sur les textes à venir. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, le politologue Stéphane Rosès, bonsoir. Bonsoir. Alors on se rend compte à la toute fin de cette session parlementaire au Sénat encore, le Sénat est devenu l'enfant terrible de la République, l'épine dans le pied du gouvernement. En tout cas, oui, du gouvernement, de la gauche. Il y a sans doute deux types de problèmes déjà. Un problème de lisibilité, parce qu'on le comprend bien, si à ce point le Sénat a dit non, c'est qu'il y a eu des alliances de circonstances entre des alliés dits objectifs, c'est-à-dire sur le fond, ils ne sont pas d'accord, mais ça revient au même, c'est-à-dire une partie de la gauche non socialiste avec la droite. Donc il y a un problème de lisibilité à la veille de renouvellement du Sénat, c'est-à-dire que fait exactement la gauche? Est-ce qu'elle est unie ou pas? Lorsqu'elle se présentera devant les grands électeurs, quel sera, je dirais, son fil à plomb? Il y a un deuxième problème, c'est un problème d'efficacité lié au Sénat lui-même. Là où le Sénat apporte quelque chose, c'est en tout cas sur deux registres dans notre démocratie. Le problème, c'est une capacité à bien instruire souvent les dossiers au travers de travaux de sénateurs qui font des travaux de fond. Ils ont le temps et en général ils le font avec un sens de l'intérêt général. Et deuxièmement, l'amélioration des textes, parce qu'on le sait, de toute façon si le Sénat dit non, à un moment ça va se passer. Donc vous le voyez, il y a, sur ces deux registres, il y a au bout d'un certain temps une interrogation, une lassitude qui fait que même un ministre du gouvernement pointe l'institution sénatoriale. Et de manière plus générale, au sein de la majorité, de plus en plus de voix s'élèvent contre les projets de loi du gouvernement, alors que 2/3 des Français souhaitent une accélération des réformes. Oui, alors c'est le paradoxe apparent. C'est sans doute que la façon dont les débats sont menés au sein de la gauche ne correspondent pas exactement à ce qui se passe dans le pays. C'est-à-dire que la carte telle que décrite par les politiques et les médias, les journalistes, vous, moi, ne correspond pas au sujet du pays. La plupart du temps, à gauche et dans le Parlement, au Sénat et ailleurs, le sujet serait que la gauche, c'est plus de social, pour faire caricatural, et la droite, c'est plus de compétitivité. C'est plus du tout le problème du pays, y compris à gauche. Le sujet n'est pas celui-là pour le pays. Le sujet, c'est si on est de gauche, est-ce qu'il est possible de réformer le pays pour renforcer notre modèle social? C'est cette démonstration qui doit être faite et peut-être que l'exécutif ne l'a pas fait suffisamment, de sorte que les débats internes au Parlement, que les Français veuillent une accélération des réformes. Le problème, c'est le contenu des réformes par rapport à notre modèle social. Merci Stéphane Rosès pour cet éclairage. Et avant de m'entretenir avec Cyril Dion pour parler de son documentaire qui met à l'honneur des initiatives positives à travers le monde, tout ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité. Et d'abord, cette grave collision entre un TGV et un TER à proximité de Pau. Nathalie Guilloire. Sur la ligne Pau-Bayonne, un TGV avec 178 personnes à bord a percuté un TER avec 70 passagers à quelques kilomètres de Pau. La préfecture fait état de 17 blessés, dont 3 graves. Êtes-vous Mac ou sénateur? Les Femen ont crié ce slogan aujourd'hui dans l'enceinte du Sénat. Depuis le balcon du public, elles sont intervenues en pleine séance parlementaire pour réclamer la pénalisation des clients de prostituées. L'épisode a duré seulement quelques secondes. Le service d'ordre du Sénat les a rapidement évacuées.
Un nouveau pacte culturel en discussion dès septembre entre l'État et les représentants des collectivités territoriales. Objectif, clarifier les nouvelles compétences des collectivités. Ce pacte serait un rappel des grandes valeurs culturelles. Une annonce faite par la ministre de la Culture Aurélie Filippetti dans un climat plus que tendu avec les intermittents à Avignon. Le géant de l'informatique va supprimer 18 000 emplois d'ici un an dans le monde, soit 14% de ses effectifs mondiaux. C'est la plus grosse coupe jamais réalisée dans son histoire. Concernant ses 1700 salariés français, Microsoft n'a pas encore communiqué. Cette restructuration est liée en grande partie au rachat récent du fabricant finlandais de téléphones portables Nokia par Microsoft. Les États-Unis montent le ton vis-à-vis de la Russie. Washington a décidé de durcir les sanctions contre Moscou pour son rôle dans la crise en Ukraine. Une décision qui a fait réagir le président russe Vladimir Poutine. Les sanctions ont un effet boomerang. Sans aucun doute, dans cette affaire, elles conduisent les relations russo-américaines dans une impasse et leur causent de graves dommages. Les relations entre la Russie et l'Ukraine se sont encore détériorées. Kiev accuse Moscou d'avoir abattu un de ses avions de chasse. Une information fermement démentie côté russe. La suite du 22h et c'est l'entretien du jeudi. Je suis ravie d'accueillir Cyril Dion. Alors vous êtes fondateur d'une ONG avec Pierre Rabhi, Colibri. Vous êtes également co-réalisateur avec Mélanie Laurent d'un documentaire. Demain, je vous propose tout de suite de regarder un extrait. Allez-y. Non, je t'en prie. On fait appel à vous parce qu'on est en train de réaliser un documentaire. Ah bah non, alors regarde comment on peut faire. Ouais. On peut carrément se présenter en fait, parce que toi les gens te connaissent, mais moi ils me connaissent pas. Donc on peut commencer par ça, ce qui fera un petit... On commence. Je m'appelle Cyril Dion, il y a 7 ans j'ai créé une ONG avec Pierre Rabhi qui s'appelle Colibri. Je m'appelle Mélanie Laurent et je suis actrice, réalisatrice. On est en train de préparer un film très important. Et on a besoin de vous. On vous propose de regarder le petit teaser qu'on a préparé et on vous explique après. À tout de suite. Dans quel monde vivront nos enfants dans 40 ans? Léo est né il y a 6 mois, comme des centaines de milliers d'enfants dans le monde. Et jamais la situation écologique n'a été aussi grave. Alors qu'est-ce qu'on va leur dire à nos enfants? Qu'il n'y a aucune solution? C'est ça qu'on va leur dire? Alors on vient de le voir avec Mélanie Laurent, vous êtes partie de cette question: dans quel monde vivront nos enfants dans 40 ans? Mais vous n'avez pas voulu tomber dans le pessimisme pour autant. Non, parce que ça fait des années, moi, que je travaille sur ces questions-là. Parce que ça fait 7 ans, a priori, avec Pierre Rabhi, on essaye de mobiliser les gens et de trouver quel est le bon angle pour leur donner envie de construire une société différente. Rabhi, avec qui vous travaillez notamment dans le cadre de l'ONG Colibri. Voilà, exactement. Et on se rend compte que depuis 7 ans, mais même depuis plus longtemps, depuis 92, le sommet de la Terre, la situation n'a pas tellement évolué et que tout ce qui est de l'ordre de la peur, de la menace, de la désespérance, de l'horreur, du catastrophisme est extrêmement peu mobilisateur. Donc là, on est parti sur une autre solution, une autre piste qui est d'essayer de raconter une nouvelle histoire. On démarre le film en fait sur ce constat-là qui est que nous, les êtres humains, nous sommes des raconteurs d'histoires et que c'est la fiction et les histoires qui sont notre moteur le plus puissant. On le voit notamment avec Mohamed Younous qui nous raconte ça dans le début du film, Nancy Houston, l'écrivain et essayiste. Et donc, finalement, on réalise que la société dans laquelle on vit est le fruit d'une histoire qu'on sait raconter depuis une 50aine d'années, qui est l'histoire du progrès technologique, du confort matériel, du consumérisme, et qu'on a réellement cru que cette histoire est ce qui allait nous apporter le bonheur. Et aujourd'hui, on voit les revers de ce choix-là. Et les limites. Et les limites. Donc notre question était quelle nouvelle histoire on pourrait collectivement se raconter qui nous donne profondément envie de construire la société de demain. Mais c'est plus qu'une histoire, parce que vous êtes actuellement en tournage, donc vous rencontrez des gens qui agissent. Donc c'est plus qu'une histoire, c'est de l'action. C'est de l'action, c'est-à-dire que c'est une histoire qui va être composée, c'est comme les pièces d'un puzzle. On s'est demandé à quoi la société pourrait ressembler demain si on mettait bout à bout les meilleures solutions qu'on connaît dans l'agriculture, l'énergie, l'habitat, l'économie, l'éducation, la démocratie. Et donc, ce sont toutes ces initiatives réelles qui fonctionnent déjà, qui existent, qui, mises bout à bout, vont constituer cette nouvelle histoire.
Alors, parmi toutes les histoires que vous racontez, il y a celle de banquiers éthiques en Suisse, de fermiers urbains détroits, de villageoises indiennes devenues expertes en énergie solaire. Comment choisissez-vous les projets qui seront dans le documentaire avec Mélanie Laurent ? Moi, ça fait plusieurs années, en fait, je m'occupe d'une collection de livres chez Actes Sud qui s'appelle Domaine du possible. J'ai cofondé un magazine que je dirige qui s'appelle Kaizen, le magazine des initiatives positives. Avec Colibri, on traquait aussi les projets. Donc moi, j'avais une base de données extrêmement importante de projets formidables dans le monde. On a essayé de choisir à la fois ceux qui, justement, racontaient une histoire qui était susceptible d'être touchante, émouvante, d'inspirer les personnes qui vont aller voir le film, et à la fois des initiatives qui étaient suffisamment représentatives, qui avaient une échelle importante et qui avaient déjà montré qu'elles fonctionnaient, pour que ça puisse être recevable par tout le monde et qu'on se dise pas, bon, bah, c'est très mignon, c'est 3-4 personnes qui font leur petit potager dans leur coin, mais ça sera jamais une solution pour la société de demain. Parce qu'en France, quand on parle environnement, écologie, on parle souvent de projets, parfois en tout cas, très confidentiels. Oui, oui et non, parce qu'il y a des projets qui commencent à avoir une certaine mesure. Pour autant, on voit que c'est encore... Oui. Il y a l'écologie et le reste. On compartimente de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'on compartimente en excluant l'écologie, et ça, je pense que le fait, par exemple, d'avoir un parti politique isolé des autres qui porte cet enjeu-là n'est pas forcément une facilité. Ce qui n'est pas le cas partout dans tous les pays où vous vendez. Ce qui n'est pas forcément le cas partout, ou même quand c'est le cas, le parti qui est plus particulièrement intéressé par les questions écologiques est beaucoup plus intégré dans la vie politique et ne s'occupe pas de ces sujets-là. Il n'est pas vu comme étant exclusivement compétent sur ces sujets-là. Il y a plus de pragmatisme et il y a plus d'influence sur la société. Enfin, si on prend les pays scandinaves ou l'Islande, ça c'est évident. Et l'autre façon dont on compartimente, c'est que souvent on regarde les sujets de façon isolée. C'est-à-dire qu'on regarde des initiatives dans l'agriculture, et puis après on va aller regarder des initiatives dans l'économie et d'autres dans l'éducation. Et ce qu'on veut montrer dans ce film, en fait, c'est que tous ces sujets sont profondément liés. Et en ça, c'est vraiment un film écologique, on peut dire, dans la mesure où c'est vraiment une forme d'écosystème qu'on a besoin de recréer. Globale. Oui, parce que pour changer l'agriculture, par exemple, on voit bien que l'agriculture aujourd'hui est extrêmement dépendante du pétrole. Donc il faudrait changer la politique énergétique. Pour changer la politique énergétique, on voit bien que ça demande des investissements qui sont très importants. Donc il demande de revoir l'économie. Si on veut changer l'économie, on voit bien qu'on a un problème d'avidité, on a un problème de façon de se comporter les uns avec les autres. Donc on a besoin de changer notre éducation et notre façon de voir le monde. Et on voit bien que si toutes ces initiatives, pour qu'elles changent la société, on a besoin qu'elles s'intègrent dans le domaine politique, donc on a besoin de changer la démocratie. Donc tout ça est très imbriqué en fait. C'est presque une dissertation philosophique en fait ce documentaire. Parmi toutes ces initiatives, laquelle vous inspire le plus, laquelle vous touche le plus ? Il y en a beaucoup qui me touchent, mais là par exemple on revient d'Angleterre où on a rencontré les initiateurs du mouvement des villes en transition et d'un mouvement qui s'appelle les Incroyables Comestibles. Et les Incroyables Comestibles, c'est 2 femmes qui, dans un café, un jour, ont réuni une 60aine de personnes. Elles se disaient, il faut qu'on fasse quelque chose pour notre planète, mais il faut qu'on trouve quelque chose de simple que n'importe qui puisse faire. Et donc leur idée était de proposer aux gens de planter des légumes à partager, donc qui pousseraient et que tout le monde pourrait consommer dans des bacs en pleine rue. Et de cette petite ville, parce que c'est 15 000 habitants, Todmorden, dans le Yorkshire, est parti un mouvement qui aujourd'hui est dans près d'1 millier de villes dans le monde, qui est presque sur tous les continents, et qui redonne énormément d'espoir aux gens et qui leur permet de se raconter une histoire à propos de se réapproprier la capacité de se nourrir, de faire pousser des légumes et des fruits, de réconcilier la ville et la nature. Et je trouve que c'est très très touchant parce que c'est à la fois très simple, c'est venu d'une ville où les gens sont assez pauvres, donc c'est dans un milieu où il y a une vraie nécessité de trouver des solutions, et en même temps ça raconte une histoire extraordinaire de ce que les êtres humains peuvent faire quand ils se mettent ensemble. Oui, c'est possible. À quoi ressemblerait votre demain idéal, en fait, dans 40 ans, justement? Quel est le monde que vous imaginez, que vous aimeriez imaginer, en tout cas? Pour moi, c'est un monde où on aurait fait une espèce de switch entre la nécessité qu'on a aujourd'hui, enfin, ou la nécessité qu'on a l'impression on a l'impression, en tout cas, que c'est le consumérisme et le fait d'acheter et d'accumuler des biens et des richesses qui va nous rendre heureux. Et moi, je pense que si on a réussi à faire la bascule dans un monde où on a compris que ce qui va nous rendre heureux, c'est de faire ce qu'on aime profondément dans la vie... Mais est-ce qu'on a toujours la possibilité de le faire ?
Mais moi, je pense Est-ce que c'est pas un petit peu la utopique? C'est peut-être un peu utopique, et en même temps, s'il n'y avait pas d'utopie, on ne ferait rien du tout. Mais moi, je pense profondément que c'est possible. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis un exemple vivant, parce que j'ai toujours refusé de faire des choses que je ne voulais pas faire. Je connais plein d'exemples de personnes, y compris issues de milieux extrêmement modestes, qui étaient dans des situations très difficiles, qui ont réussi aussi. Je pense qu'on est dans un conditionnement. Je pense qu'aujourd'hui, notamment le système scolaire, nous conditionne à nous adapter à la société telle qu'elle est et à devenir, entre guillemets, un bon petit soldat du système. Alors que nos aspirations sont souvent bien différentes de ce qu'on va mettre en œuvre dans notre carrière professionnelle ou dans notre vie en général. Et je crois que si chacun d'entre nous prenait cette direction-là de façon assez naturelle, le reste des sujets se mettrait à peu près en place. Je pense la plupart des choses qu'on fait qui détruisent la planète sont des phénomènes de compensation qui sont dus à une forme de mal-être à l'intérieur de nous. Écoutez, merci pour toute cette dissertation. Je vous propose de continuer et de revenir sur les principaux thèmes de l'actualité. C'est la semaine de dessinée par Hervé Baudry. Alors parmi tous ces dessins, est-ce qu'il y en a un que vous retenez particulièrement, que vous avez envie de commenter? Non, il y en a un qui me touche, qui est le dernier, parce que c'est terrible ce qui vient de se passer, là, le bombardement à Gaza et ces enfants qui sont morts. Et ça continue? Et qui n'étaient absolument pas partie prenante du conflit. Et puis c'est un sujet qui me touche, parce que moi j'ai organisé des congrès israélo-palestiniens avant de créer Colibri avec Pierre Rabhi. Et pour moi, c'est un conflit qui est une sorte de nœud tellement puissant entre des intérêts à la fois européens, américains, moyen-orientaux et des pays arabes. Et ce pays, pour moi, et particulièrement la Palestine, mais l'Israël aussi, d'une certaine façon, sont complètement instrumentalisés par tout ce contexte géopolitique. Et c'est dramatique que ces populations soient dans cette situation-là et doivent vivre ça. Et il ne semble pas forcément y avoir de solution, en tout cas à la courte durée. C'est vrai qu'on a l'impression que l'histoire se répète continuellement. Oui, parce que pour trouver une solution à ce problème-là, encore une fois, ça demanderait que énormément d'acteurs, et pas seulement les acteurs qu'on a tendance à pointer du doigt, c'est-à-dire israéliens et palestiniens, se mettent d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, israéliens et palestiniens ont besoin d'aide. Et une des solutions, notamment, qui avait été envisagée par Elie Barnavi, qui est l'ancien ambassadeur d'Israël en France, c'était de faire une séparation entre les deux États avec une force d'interposition internationale. Et peut-être que c'est la seule chose qui serait susceptible de créer des zones de paix et de permettre notamment à la Palestine de se développer économiquement et donc d'avoir une relation avec Israël qui soit beaucoup plus équilibrée. Merci Cyril Dion d'être venu sur le plateau et puis on attend avec impatience donc, de découvrir le documentaire demain, fin 2015, c'est ça? Oui, a priori à l'automne 2015. Très bien, mais merci, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez Sonia Mabrouk à la saison prochaine car c'était le dernier JT de la saison. Très belles vacances à vous sur Public Sénat.